Ok, ainsi vous avez décidé de voir le réseau sous un angle différent. Cool. Vous voyez, dans le monde informatique, il existe à mon avis trois catégories de personnes. Il y a ceux qui se servent du réseau sans forcément comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est ce que j'appelle les utilisateurs. De l'autre côté, il y a ceux qui créent et développent la technologie. Ça, c'est la classe des génies, des chercheurs et scientifiques. Et au milieu de ces deux, il y a ceux qui ont appris la technicité, qui comprennent, qui savent faire fonctionner la chose et qui peuvent réparer en cas de panne. Ça, c'est la catégorie de personnes que vous vous apprêtez à rejoindre parce que vous avez décidé de voir plus loin qu'un simple utilisateur. Dans cette première partie introductive, nous parlerons des différents systèmes de numération, des unités de mesure de l'information, des composants réseau, les types de réseaux, les topologies et architectures réseau existants et les tendances en matière de réseau aujourd'hui. Mais avant d'aller au vif du sujet, un bref aperçu sur les icônes et symboles souvent utilisés pour représenter les équipements informatiques. Bon, étant donné que chaque symbole a son nom déjà mentionné en dessous, je ne vais pas m'y attarder. Vous pourrez poser la vidéo le temps de parcourir tous les symboles. Notez seulement que dans ce cours, nous retrouverons le plus souvent les icônes des commutateurs et des routeurs. C'est des éléments qui reviendront très fréquemment durant la formation. Les systèmes de numération. Pour ceux qui sont allergiques aux mathématiques, comme moi d'ailleurs, ne soyez pas tout de suite découragés par cette partie du cours. Ce ne sont que des notions de base. Alors, c'est quoi un système de numération? C'est tout simplement un ensemble de règles d'utilisation des signes ou symboles pour écrire ou exprimer des nombres. Nous, dans le monde des humains, nous utilisons le système décimal dans nos activités quotidiennes. Ce système est basé sur une logique à 10 symboles, 0 à 9. Voilà pourquoi on l'appelle encore un système en base 10. Nous avons aussi des unités supérieures, à savoir les dizaines, les centaines, les milliers, etc., mais qui sont tous composés de ces 10 éléments de base. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais en informatique, le système utilisé est le binaire, encore appelé système en base 2. Parce que les processeurs des ordinateurs, routeurs, commutateurs et autres sont composés de transistors qui ne gèrent que deux états, puisque l'électronique numérique est basée sur la logique booléenne, le positif et le négatif, le plus et le moins. Deux symboles sont donc utilisés, 0 et 1. Cette unité élémentaire, qui ne peut prendre que la valeur 0 ou 1, s'appelle le bit. Le bit représente un chiffre binaire et une suite de 8 bits s'appelle un octet. Le troisième système de numération, qui est l'hexadécimal, est un système en base 16. Il utilise donc 16 symboles, les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F. Le système hexadécimal est utilisé par les informaticiens parce qu'il est particulièrement commode et il permet un compromis entre le code binaire des machines et une base de numération pratique à utiliser pour les ingénieurs. En effet, chaque chiffre hexadécimal correspond à 4 bits, ce qui rend les conversions très simples et fournit une écriture plus compacte. Pourquoi parlons-nous de tout ça? En fait, en tant qu'administrateur réseau, bientôt certifié CCNA, vous aurez très souvent à manipuler les binaires et les décimaux, particulièrement lorsqu'il est question des adresses IP et des sous-réseaux.
On en reparlera plus tard dans le cours, mais dès maintenant, je voudrais que l'on se familiarise avec la conversion des nombres décimaux en binaire et vice-versa. Je passe donc au tableau blanc. Essayons d'abord la conversion d'un nombre décimal en binaire. Je prends 224 par exemple. Pour ce faire, les gens ont diverses méthodes pour y arriver. Mais je vais vous présenter ici la méthode de division successive par 2 qui s'opère comme suit. Je prends mon nombre 224 que je divise par 2, ce qui me donne 1, 1, 2. Comme reste, j'ai 0. Je divise ensuite 112 par 2, ce qui me donne 5, 6. Comme reste, j'ai 0. Je divise ensuite 56 par 2, ce qui me donne 2 et 8. Comme reste, j'ai 0. Je divise ensuite 28 par 2, ce qui me donne 1, 4. Comme reste, j'ai 0. 14 divisé par 2, ce qui me donne 7. Et comme reste, j'ai 0. Ensuite, je divise 7 par 2, ça me donne 3. Comme reste, j'ai 1. Je divise 3 par 2, ce qui me donne 1. Et comme reste, j'ai 1. Je divise ensuite 1 par 2, ce qui me donne 0. Et comme reste, j'ai 1. Voilà. Maintenant, le résultat final sera tout simplement la juxtaposition des restes en commençant par le dernier reste en montant. Ce qui va me donner 224 en binaire égale 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà ainsi mon 224 en binaire. Essayons maintenant de convertir un nombre binaire en décimal. J'efface tout ce que j'ai fait sur le tableau. Cette fois, nous employons une méthode qui consiste à utiliser le tableau des valeurs des bits. Alors, sachant qu'un octet est égal à 8 bits, chaque bit dans l'octet a une valeur décimale qui dépend de sa position, étant donné que nous sommes dans un système de numération pondérée. Et étant donné que c'est un système en base 2, cette valeur est calculée sur la base de 2 élevée à la puissance de la position du bit, ce qui nous donne ce tableau. 3 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colonnes pour chaque bit de l'octet. Alors, je considère les bits de l'octet. Pour trouver donc la valeur décimale de chaque bit, j'ai dit qu'on fait 2 puissance la position du bit. Nous avons le bit de l'extrême droite qui est à la position 0. Ce qui fait donc 2 puissance 0. Ensuite, le bit suivant, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6, puissance 7. Ainsi, nous avons comme valeur décimale 2 puissance 0 égale 1, 2 puissance 1 égale 2, 2 puissance 2 égale 4, 2 puissance 3 égale 8, ensuite c'est 16, le suivant c'est 32, le suivant c'est 64 et enfin 128. Donc ce qui nous permet d'obtenir les valeurs des bits de la droite vers la gauche, 1, 2, 4, 8, 16,
32, 64 et 128. À partir de ce tableau de valeurs décimales, maintenant, nous pouvons aisément convertir n'importe quel nombre binaire en suivant tout simplement la règle qui consiste à faire la somme des valeurs des bits égale à 1. Ainsi, si je prends un exemple de nombre binaire, j'efface encore une fois le tableau. Je prends comme exemple de nombre binaire 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Prenons ça par exemple. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je trace mon tableau des valeurs des bits. Maintenant que nous connaissons ce que vaut chaque bit dans l'octet, on ne va plus se mettre à calculer les puissances, mais nous allons tout simplement transposer notre nombre binaire dans le tableau, en sachant que j'ai les valeurs 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Donc, je transpose mon nombre binaire dans le tableau, ce qui donne 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Alors, la règle nous dit d'additionner les valeurs des bits égales à 1, ce qui veut dire que le nombre binaire ici, pour trouver son correspondant décimal, je ferai 128 plus 64 plus 8 plus 2. Ce qui me donne combien déjà? Calcul rapide. J'ai donc 202. Alors mon nombre binaire ici, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 est égal à 202. On essaye encore d'autres exemples. Reprenons un tableau blanc. Je fais d'abord une conversion du décimal en binaire. Je prends 140. Alors pour trouver le nombre binaire correspondant à 140, qu'est-ce que je fais? Je l'ai déjà dit tantôt, on utilise la méthode de division successive par 2. Alors, ce qui donne 140 divisé par 2. J'ai alors 70. Comme reste, j'ai 0. 70 divisé par 2, ça donne 3, 5. Et comme reste, 0. 35 divisé par 2, j'ai 1, 7. Et comme reste, j'ai 1. 17 divisé par 2, j'ai 8. Et comme reste, j'ai 1. 8 divisé par 2, j'ai 4. Comme reste, j'ai 0. 4 divisé par 2, j'ai 2. Comme reste, 0. 2 divisé par 2, j'ai 1. Et comme reste, j'ai 0. 1 divisé par 2, 0. Et comme reste, j'ai 1. Est-ce que j'ai fait 8 divisions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je réordonne tout simplement les restes en commençant par la dernière division en montant. Ce qui me donne 140 égale 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Voilà. Aussi simple que ça. Je fais maintenant une conversion d'un nombre binaire en décimal. Pour prouver la conversion de 140 que je viens de faire, je vais tout simplement réutiliser le même nombre
binaire 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. J'efface le tableau. Alors, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 à convertir en décimale. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le tableau des valeurs des bits. Je trace le tableau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors j'ai ici comme valeur décimale de la droite vers la gauche 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. Donc je place mon nombre binaire dans le tableau. Autrement dit, j'ai 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Et donc le résultat sera tout simplement d'additionner les valeurs des bits égales à 1. Ce qui me fait 128 plus 8 ici, plus 4 qui est là. Donc 128 plus 8, ça donne combien déjà? 136. 136 plus 4, ça donne 140. Voilà aussi facilement trouver le nombre décimal correspondant à ce nombre binaire. Bon, j'ai utilisé les mêmes nombres pour que l'on puisse obtenir la preuve de l'exactitude des conversions. Bien, voilà pour ce qui est des binaires et des décimaux. Gardez bien ça en mémoire car on en aura besoin lorsqu'on commencera par parler des adresses IP et des calculs de sous-réseau, etc. Après avoir parlé binaire, 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 je crois qu'il faut maintenant voir à quoi exactement cela s'applique. Ce tableau ici présente les différentes unités de mesure de l'information. Partant de la plus petite unité binaire qui est le bit, nous avons un octet qui est une unité de 8 bits. Nous avons le kilo-octet, le méga, le giga, le téra, le péta, l'hexa, le zeta et le iota qui sont des unités auxquelles nous ne sommes pas encore arrivés actuellement. Tout comme l'on se sert des mètres pour mesurer les distances, des litres pour mesurer les capacités des seaux. Attention, je ne parle pas de seaux, moi. Je parle des seaux qui servent à puiser de l'eau. Les octets, les kilo-octets, les mégas, les gigas, les téras sont utilisés pour exprimer les capacités de stockage des mémoires, des clés USB ou des disques durs. Et pour exprimer la vitesse à laquelle une carte réseau ou autre interface réseau peut émettre et recevoir les données. Mais cette fois, cette vitesse de transmission est plutôt exprimée en bits par seconde et non en octets par seconde. Ainsi, nous avons des cartes réseau de 10 mégabits par seconde, 100 mégabits par seconde, 1 gigabit par seconde, etc. Normalement, si on considère qu'un octet est égal à 8 bits, un kilo-octet doit faire 1000 octets, soit 8000 bits, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une addition linéaire des bits que l'on fait, mais on considère plutôt la puissance binaire de chaque unité. Donc, un kilo-octet, au lieu de faire 8000 bits, est plutôt égal à 2 puissance 10, soit 1024 bits. Et c'est ce que les fabricants des disques durs, mémoire et autres supports de stockage utilisent pour exprimer les capacités de leurs produits. Ça triche un peu, n'est-ce pas? Bien que le bit représente la plus petite unité binaire, l'octet est la plus petite séquence de bits pouvant être traitée comme une unité d'information par les ordinateurs. Bon, assez des binaires et des bits. Parlons des composants d'un réseau. D'abord, c'est quoi un réseau? Il y a réseau lorsque deux choses sont connectées, n'est-ce pas? Un réseau est un ensemble d'éléments interconnectés qui communiquent ensemble ou échangent quelque chose. Alors, dans cette logique, nous pouvons dire que ce cercle d'amis ici qui se tiennent la main constitue un réseau. On va savoir ce qu'ils se communiquent.
Traditionnellement, les réseaux d'entreprise sont constitués d'un réseau local au siège qui abrite les utilisateurs et les serveurs interconnectés à travers des commutateurs et au loin des branches ou agences qui s'interconnectent avec le siège. Les évolutions technologiques ont permis plus tard d'intégrer au réseau de l'entreprise ces deux autres éléments. Les gens qui peuvent, depuis leur domicile, se connecter au réseau de l'entreprise et y travailler, ça c'est les bureaux domestiques, et les utilisateurs mobiles. J'entends par utilisateur mobile toute personne à l'extérieur de l'entreprise, employé en mission, partenaire externe, etc., qui peut, à partir de son ordinateur portable et une connexion Internet, se connecter au réseau de l'entreprise aussi, de manière sécurisée bien sûr. Un réseau implique quatre éléments essentiels dont l'absence de l'un signifie que ce réseau n'est pas opérationnel. Il s'agit des périphériques, les supports, les règles et les messages. Les périphériques sont les éléments actifs du réseau. Nous en comptons deux types. Les périphériques finaux, qui sont les ordinateurs, les serveurs, les imprimantes, les smartphones, bref, tout ce qui est manipulé par l'utilisateur. Et les périphériques intermédiaires, qui assurent l'interconnexion, le traitement et le transfert des données d'un ordinateur à un autre. Les supports, encore appelés médias, sont des éléments passifs qui servent simplement de canal de transmission des données. Nous avons les câbles en cuivre, les câbles en fibre optique et l'air pour ce qui est des réseaux sans fil. Enfin, nous avons les règles et les messages qui représentent la partie logique du réseau. Les règles sont l'ensemble des langages, protocoles et normes utilisés par les ordinateurs pour communiquer entre eux. Elles définissent comment un ordinateur va s'y prendre pour se faire comprendre par un autre. Et les messages représentent l'information elle-même qui est échangée entre les ordinateurs. C'est d'ailleurs la raison d'être même du réseau. Il a fallu que deux personnes aient besoin de s'échanger des informations sans être obligées de se déplacer pour que naisse l'idée de créer un réseau. Partant du point où l'on a eu l'idée de créer un réseau, les architectures ont pris plusieurs formes. Nous sommes partis d'un tout petit réseau constitué d'ordinateurs autour d'un commutateur à des réseaux super complexes aujourd'hui qui débouchent sur la notion de l'Internet. Nous avons fondamentalement trois types de réseaux. Les réseaux locaux, abrégés LAN pour Local Area Network, qui sont des réseaux d'ordinateurs limités à un espace géographique plus ou moins restreint. Traditionnellement, on parle de LAN lorsqu'il s'agit d'ordinateurs connectés autour d'un ou plusieurs commutateurs. Le WAN, Wide Area Network, est un réseau étendu qui, en fait, est une interconnexion des sites distants, des LAN distants. Exemple, un réseau local à Lomé, qui est connecté à un réseau local à Kara, deux villes différentes au Togo. Cela constitue un WAN. Le MAN, Metropolitan Area Network, ou réseau métropolitain, est en fait un réseau étendu dans les limites d'une même ville. Mais cette notion de MAN tend à disparaître aujourd'hui parce que les technologies utilisées pour les MAN sont les mêmes que pour les WAN. Alors l'on parle tout simplement de WAN lorsqu'il s'agit d'une interconnexion de sites distants. L'Internet est souvent appelé le réseau des réseaux. C'est un réseau étendu, c'est-à-dire un WAN à l'échelle planétaire. Au-delà de ces trois types traditionnels de réseaux, nous avons aujourd'hui de nouveaux concepts comme l'intranet, l'extranet et la DMZ. L'intranet est un réseau d'entreprise ou de toute autre entité organisationnelle qui utilise les techniques de communication de l'Internet, mais qui est réservé seulement aux utilisateurs internes de l'entreprise, dans le but d'échange de données, de travail collaboratif, de messagerie interne, etc. C'est comme un Internet, mais limité à l'usage interne de l'entreprise.
L'extranet, par contre, est le segment du réseau que l'entreprise aménage pour s'interconnecter avec ses partenaires commerciaux ou ses parties prenantes. Enfin, la DMZ, sous-entendu zone démilitarisée, est un sous-réseau isolé du réseau local et de l'Internet par un pare-feu. Ce sous-réseau contient essentiellement les serveurs dont les applications doivent être accessibles aussi bien pour les utilisateurs en interne que pour le public depuis l'Internet. Le pare-feu bloquera donc les accès au réseau local pour garantir sa sécurité et les services susceptibles d'être accédés depuis l'Internet seront aussi filtrés. Les topologies et architectures. En matière de câblage des réseaux, nous avons essentiellement trois manières de connecter les ordinateurs et autres systèmes informatiques. Il y a la topologie en bus, qui est une connexion en série d'ordinateurs sur un même circuit. Il y a la topologie en anneau qui est une boucle fermée autour de laquelle sont connectés les PC et la topologie en étoile, la plus répandue aujourd'hui, qui est une interconnexion de PC à travers un équipement central qui, ici, est le commutateur. Au-delà de ces trois topologies basiques, nous avons la topologie en étoile étendue, lorsque l'étoile commence par avoir des ramifications. Nous avons la topologie maillée, lorsque chaque équipement dans un réseau a une connexion directe avec les autres. Aujourd'hui, on parle aussi d'architecture redondante. L'on entend par architecture redondante un réseau qui continue par fournir les services aux utilisateurs, quelle que soit la panne qui survient sur un quelconque élément du réseau. C'est ce qu'on appelle la tolérance de panne. Si par exemple la connexion entre ce commutateur et celui-ci se coupe, il peut continuer par transmettre les données en passant par cette connexion alternative. Et si c'est le commutateur lui-même qui tombe en panne, les autres peuvent continuer le service en passant par le commutateur secours. Ainsi, l'utilisateur ne ressent même pas les perturbations dans le réseau, bien que vous, en tant qu'administrateur, vous soyez en train de vous casser la tête pour réparer la panne. Enfin, l'architecture hiérarchisée et évolutive de l'Internet. Pourquoi disons-nous que l'Internet est un réseau hiérarchisé et évolutif? En fait, c'est un réseau organisé de sorte que les fournisseurs d'accès Internet, abrégé FAI, sont classés par niveau. Ainsi, nous avons les FAI de niveau 1 qui constituent le cœur de l'Internet. Il s'agit par exemple de AT&T, de Verizon, de Sprint qui composent le réseau fédérateur Internet. Au niveau 2, nous avons les FAI qui fournissent les services régionaux, souvent les services de transit qui consistent à relayer le trafic des FAI de niveau 3 vers l'Internet. Enfin, les FAI de niveau 3 sont des fournisseurs locaux qui sont en contact direct avec les utilisateurs finaux. Ça peut être une entreprise ou un particulier qui prend un abonnement Internet chez lui à la maison. Généralement, il s'agit des opérateurs nationaux, comme Togo Telecom, qui me fournit l'Internet actuellement. Quelles sont les tendances actuelles en matière de réseau? La convergence de nombreux supports de communication différents sur une plateforme réseau unique encourage la croissance exponentielle des capacités des réseaux. Trois grandes tendances contribuent à façonner la nature future des réseaux d'information complexes. Il y a l'augmentation du nombre d'utilisateurs mobiles. Aujourd'hui, tout le monde veut utiliser le smartphone, tout le monde veut utiliser les iPads, ainsi de suite. Et tous veulent se connecter à Internet. Il y a aussi la prolifération des périphériques compatibles avec le réseau. Enfin, l'expansion de la gamme des services proposés. Ah oui, les développeurs aujourd'hui ont des imaginations pas possibles. Tandis que les réseaux deviennent toujours plus sophistiqués, la demande d'employés possédant des compétences en matière de réseau croît également.
Ceci pour vous dire qu'en choisissant cette formation CCNA, vous avez fait un super bon investissement, car demain vous serez les gars les plus sollicités dans le domaine IT. Donc accrochez-vous bien, il y a de l'avenir dans ce que nous sommes en train de faire.